Bien, mes amis, merci d'être toujours au rendez-vous. Donc, la deuxième partie de notre colloque sera, pour démarrer, une table ronde animée par Jean Monneret et Jean-Jacques Jordi avec 4 témoins qui ont vécu malheureusement la disparition de leurs parents ou de leur père ou de leur mère. Donc, Jean-Jacques Jordi. Oui, merci. Cette deuxième partie, c'est témoignages et projets. Il nous a semblé intéressant d'avoir des témoins qui puissent nous raconter, alors ce sont la plupart du temps des enfants, hein, qui nous ont raconté comment leur père, la plupart du temps, avait disparu et comment ils ont vécu cette disparition. Donc, avec nous ici, on a Madame Michel Prudon, hein, dont son père voilà, a été enlevé sur la route de Cheraga en partant à son bureau le matin. Henri Santès, dont le père Roger Santès, on pourrait dire Sintès, mais les Santès, dont le père a été enlevé, le père instituteur, enlevé au Clos Salambier, donc sur Alger. Et on a aussi en ligne José Belda, qui est le fils de José Belda, qui lui était agriculteur. Donc on a essayé d'avoir un ingénieur des arts et métiers, un instituteur, un agriculteur, et puis monsieur, je crois que j'ai aussi Madame Lavallée, voilà, Madame Lavallée, dont le père aussi était enlevé, qui était responsable des services vétérinaires en Kabylie. Et enfin, monsieur Roquebert, qui est avec nous et par distanciel, qui est aussi fils d'un enlevé. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Madame Michel Prudon avec cette première question. Est-ce qu'elle peut, en 1 minute, nous raconter le contexte dans lequel ça s'est passé? D'abord, quel âge elle avait quand son père a disparu? Parce que c'est important, oui. J'avais 24 ans. Et alors, vous avez vécu ça comment? Vous étiez déjà autonome, indépendante? Oui, les événements d'Algérie ont fait que mon papa m'a mise dans l'avion le 25 juin. Et bon, là, j'étais à Paris. Je croyais, ah bon. Et alors, donc, je suis montée dans l'avion. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Et puis, je suis arrivée à Paris. Et 1 mois après, même date, j'ai reçu une lettre de mon père. Donc, j'étais contente. Et puis, en même temps, j'ai appris qu'il avait dit... Enfin, ma mère m'a appelé pour me dire qu'on avait enlevé mon papa. Voilà. Donc, il a été enlevé après l'indépendance. Ah oui, oui, totalement. Oui, complètement après l'indépendance. Oui, oui, totalement. Et en Algérie, il était, quel était son métier? Eh ben, il était, bon, il était directeur de la société Bastos. Et puis, voilà, il était ingénieur des arts et métiers. Il était devenu directeur. Savez-vous où il a été enlevé? Ben, écoutez, je sais, mais c'est après. Enfin, oui, entre le Club des Pins, parce qu'on avait une villa au Club des Pins, et il faisait l'aller-retour. Bon, donc entre le Club des Pins et Alger, et c'est par sa secrétaire qui, ne le voyant pas arriver, a téléphoné à ma mère en croyant qu'il était malade, en demandant. Et elle dit, mais enfin, il est parti. Alors moi, à 8h30 ou 9h du matin, ça, je ne sais pas très bien. Et puis voilà. Et comment, alors c'est une question très, très intime, mais je sais qu'après, Madame Trousselard va nous éclairer sur tous ces points.
comment, quand on a 24 ans, quand on est loin, et comment votre maman a vécu ça et vous-même? Ah ben, elle est tombée en dépression. Heureusement que nous avions des amis très proches qui avaient une villa au Club des Pins, qui l'ont tout de suite prise en main. Et elle a eu une dépression, quoi. Et puis moi, à Paris, je ne pouvais pas faire grand-chose. Sinon, être en relation avec elle et avec nos amis. Et j'ai attendu que, voilà, j'étais là en demandant des nouvelles. J'étais complètement... j'avais pas beaucoup de monde autour de moi. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce qui me restait. Voilà. Vous viviez à Paris avec de la famille? Non, non, du tout. Vous étiez entièrement seul? Oui, oui. Oui. Vous avez fait quelques démarches pour auprès peut-être. C'est très difficile à Paris. Non, oui. pas vous, mais votre maman. Ah oui, ou peut-être vos amis. Heureusement, Voilà. heureusement, de la société Bastos, la société Bastos s'est mis en branle, mais même je dois le dire, tous les ouvriers musulmans, tout ça, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de dénouer le problème. Et puis, alors, il y a eu des contacts avec même des ministres, dont le ministre, M. Ternoir, qui s'en est occupé aussi, enfin, quelques hautes autorités ici à Paris. Et puis voilà, et puis rien n'a abouti, quoi. Et votre maman est rentrée. Ah ben, elle a attendu 1 an. Ah oui, je dois dire quand même. Allez-y. Je dois dire quand même que ma mère a demandé, parce qu'elle était anglaise, elle avait une nationalité anglaise, et elle avait demandé, parce qu'elle avait peur. Quand elle rentrait, elle avait eu le courage de trouver un boulot dans une boutique de mode qui était des amis à elle. Bon, hein. Hein? Très belle femme, ta maman. Ah oui, merci, c'est vrai. Donc elle avait peur. Je veux dire qu'elle était très traumatisée, elle avait peur, donc elle a demandé, je crois que c'était le consulat, je ne sais plus très bien, le consulat à Alger pour qu'on la protège. Et ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors elle s'est adressée au consulat anglais, je ne sais pas si c'est le consulat anglais, qui l'ont mis immédiatement 2 personnes, sous protection. Oui, la protection, 2 personnes. Nous étions après l'indépendance, là. Ah oui, oui, oui. Oui, d'accord. Non, parce que mon père a disparu le 25 Non, juillet. d'accord, c'est parce qu'il y avait entre-temps, il s'était créé un consulat français, voilà. Oui, oui, non, mais attendez, là, moi, je l'avoue que je... Non, mais c'est pour ceux qui nous écouteront, il faut que ce soit bien clair. Et votre maman est rentrée quand alors? Elle est rentrée 1 an après. Elle a attendu 1 an de voir les résultats. Elle espérait. Ah, ben oui, elle avait toujours cet non-stop, espoir de. Non-stop. Et moi aussi. Et moi, pas mis. Et 1 an après, elle m'a appelé en me disant bah, écoute, je vais rentrer. Et bien, elle rentrait la pauvre avec, comme on disait chez nous, une main devant, une main derrière. Voilà. Tu ris, toi. Alors, avant d'aller peut-être plus loin pour savoir parce qu'elle est rentrée en 63 et les premiers jours ou les premiers mois en France, parce que ça n'a pas dû être facile non plus. Henri Sintès, c'est votre papa qui était instituteur au Clos Salambier, et après les accords d'Évian, donc vous me disiez, vous habitiez Dar es Saada. Voilà, disons que c'était Donc nous habitions une cité, Dar es Saada, sur les hauts d'Alger. Il y a un architecte assez connu, un certain Pouillon, qui avait construit dans les années 50 3 cités dans les hauts d'Alger, 2 surtout pour reloger des personnes qui étaient dans les bidonvilles, donc des musulmans, Dar el Massoul et Dar es Shem. Dar es Shem, la cité du soleil. Et par contre, à Dar es Saada, qui était enclavé finalement dans ce quartier de Clos Salambier, il y avait 80% d'Européens. Dar es Saada, la cité du bonheur, hein, en arabe.
Donc, mon père, il était instituteur, il était connu. Quand la situation a commencé à se dégrader, la cité de Deir el-Saada a basculé très clairement du côté de l'OAS. Bon. On a eu droit, donc, au début de l'année 62, à l'arrivée des Barbouzes qui ont occupé l'hôtel Radja, qui était face à notre cité, et les choses se sont passées très mal. Hein. Bon, à la fin, Radja a été liquidé par l'OAS. Oui. Alors là-dessus, il y a eu les accords d'Évian, donc ils sont intervenus après. C'est revenu. Est-ce que c'est une coïncidence? Ça ne venait plus. Et ce qu'on voyait, c'était d'une part la LN qui était à proximité, qui s'entraînait à quelques centaines de mètres de chez nous, et puis aussi des forces supplétives du gouvernement provisoire qui s'appelaient les ATO, mais là aussi qui étaient tous des musulmans et bon, qui n'étaient pas très fiables. Donc, les exactions ont commencé à se multiplier et à un certain moment, la cité était devenue invivable et tous les Européens sont partis dans l'espace de 3 jours. Hein. Tout le monde est parti. Bon. Ça devait être au mois de mai. Et donc, ma famille s'est repliée rue Michelet, dans le centre d'Alger, où nous avions de la famille. Bon. Alors, que faire? On avait tout abandonné. Et mon père avait laissé des archives qu'il considérait comme importantes. Bon. Mais que faire? Et là-dessus arrive, entre l'OAS d'Alger, parce qu'à Oran, ça a été différent, mais entre l'OAS d'Alger d'une part et d'autre part le FLN, un accord pour mettre fin aux antagonismes, les accords Suzini-Mostafaï. Et là-dessus, mon père a espéré que peut-être les choses pouvaient s'éclaircir. Il a réussi à contacter par des intermédiaires le responsable FLN du quartier de Clos-Salambière, qui lui a dit, pas de problème, monsieur Sintès, vous venez quand vous voulez et vous récupérerez vos archives. Ben, le mieux, je vous fixe rendez-vous tel jour, telle heure. Et il est parti. On ne l'a plus revu. Bon. Alors, ce que je voudrais dire, parce que ça c'est important, hein, c'est que j'ai la preuve formelle qu'il y a eu une désinformation de la part de l'État. Et je vais vous dire pourquoi. Hein. Alors, mon père a été déclaré mort pour la France par lettre du 23 avril 2010. Avis favorable à l'attribution de la mention mort pour la France, numéro, etc. Alors, il m'est agréable de vous faire savoir que la mémoire, ça m'est adressé la lettre, que la mémoire de M. Roger Sintès sera honorée par l'attribution de la mention mort pour la France, en application des dispositions, etc., etc. En effet, ça qui est important, en effet, l'enlèvement et la disparition dont a été victime M. Roger Sintès, instituteur, le 23 juin 1962, entre son domicile à Alger, 46 rue d'Enfer-Rochereau, c'est là où nous étions repliés, et l'arrêt de bus de Deir el-Saada, suite à une convocation du responsable FLN de Clos-Salambier à Alger, constitue une suite directe de faits de guerre. Alors, comment tu pu savoir que ça s'est passé pendant le trajet et pas sur place? Tout de même très curieux, très très curieux. Mais moi, j'ai fait un tas d'échanges de correspondance. Hein. Alors, je n'ai pas amené la valise si vous... où il y a des échanges de lettres, mais enfin, tout de même, j'ai contacté le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, la sous-direction de la police technique et scientifique, le service historique de la Défense, les archives nationales à Fontainebleau, pour rassembler le maximum d'informations. Et parmi les éléments que j'ai pu obtenir du ministère des Affaires étrangères, il y avait le rapport de la Croix-Rouge internationale qui a fait une enquête en 1963. Alors, c'est un document qu'il est impossible de photocopier, d'abord qu'il est interdit, hein, c'est marqué reproduction interdite. Mais de toute façon, c'est impossible, tellement que c'est noir. Bon. Le nom des témoins de surcroît est caviardé. Enfin, je vais vous lire quand même quel est le contenu de ce rapport, parce que ça, c'est fondamental. Alors, que nous dit-on?
rapport des délégués du CICR. Le 22 mai 1963, ils ont fait une visite à une voisine, donc une personne de Djaresada. Elle est certaine de sa mort. Elle est certaine de sa mort. 8 juin 1963, ils ont vu la directrice de l'école des filles de Djaresada. Celle-ci, disent-ils, a bien connu M. Sintès. Elle se dit certaine de sa mort. Quelqu'un, dont elle n'arrive plus à se souvenir du nom, lui aurait dit avoir vu le corps sur la plage des Sablettes. Bon. Donc les riverains étaient parfaitement au courant. Donc ça ne s'est pas passé sur le trajet. Donc il y a mensonge. Alors comment est-ce que l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, ont-ils pu donner une précision qui n'existe, qui est un mensonge? Je leur ai écrit et ils m'ont dit que pour toute précision, il fallait questionner le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est bien le ministère qui a donné sa version, une version qui visait à exonérer, en fait, le responsable FLN de Clos-Salambier. Je ne vois pas d'autre explication. Et d'après vous, ce serait une sorte de piège? C'est-à-dire que ce responsable a demandé à votre père de venir Ça n'est pas sûr. Il se peut que sur place soient passées des circonstances d'autres choses. Bon. Mais ce qui est certain, c'est que ça s'est passé sur place. Et alors, il faut connaître l'endroit pour en être certain. Mais moi, je connais bien. Et alors, le corps aurait donc été aperçu plage des Sablettes. Or, il faut savoir que le fief du FLN de Clos-Salambier, c'était Djer El Massoul, et que de Djer El Massoul, dans le haut d'Alger, il y a un téléphérique qui descend directement au bas de la ville, ce qu'on appelait le jardin d'essai, qui est un jardin d'agrément. Et dans le prolongement de ce jardin, il y a la plage de Sablettes. Voilà. Alors, et comment votre maman et vous aviez quel âge? Alors là, je suis né en 1939, donc j'avais 13 ans. Adolescent. Voilà, vous commenciez adolescent. Et comment votre maman, enfin vous, avez réagi à cette disparition? Alors, ma mère a absolument voulu essayer de le retrouver. Donc, on n'est pas parti tout de suite. Donc, elle a essayé d'enquêter, y compris, elle a contacté la prison de Barberousse d'Alger, en disant, on ne sait jamais, peut-être est-ce qu'il est détenu là. Et puis, finalement, une de nos voisines qu'on a retrouvée, une famille de Kabyles, qui était nos voisins à Djer Es-Saada, cette dame a dit à ma mère, écoutez, Madame Sintès, vous avez 4 enfants, parce qu'il faut que je précise que le dernier né de la famille est né le 14 juillet 1962, soit 3 semaines après la disparition de mon père. Maman était enceinte. Donc c'était le 4e enfant de la famille. Vous avez 4 enfants dans un buisson, ne restez pas là, arrêtez de chercher parce que sinon vous risquez de disparaître vous aussi. Partez, allez en métropole avec vos enfants. Et donc on est parti, ça devait être en novembre 1962. D'accord. Sans un sou, parce qu'évidemment, tant que le jugement de décès n'a pas été fait, il est arrivé en 1964, le jugement de décès, et on n'avait rien. Donc on s'est retrouvé dans un centre d'accueil, le seul centre d'accueil qui était non payant à l'époque en région parisienne, se trouvait près de l'avenue des Gobelins, de Coipel. C'était un asile de clochards, une ancienne halle désaffectée, dont la vitrerie était cassée, que la Croix-Rouge avait utilisé pour nous installer. Et, alors moi j'ai une question, votre papa était fonctionnaire, puisqu'il était instituteur. Est-ce que l'éducation nationale vous a aidé Rien. Parce que normalement les fonctionnaires sont pris en charge. Rien. Et, le secours populaire, dont on entend parfois parler, on ne l'a jamais vu. Sans doute ne considérait-il pas que nous étions du peuple en tant que colons. Alors, par contre, effectivement, il y a le secours catholique qui a aidé ma mère. Et on devait être relogé à la cité de la Courneuve,
qui venait juste d'être construite. Et le Secours catholique a déconseillé ma mère de s'y installer en disant c'est pas pour une dame seule avec 4 enfants dont un nourrisson. Bon. Alors, le Secours catholique, à l'époque, avait un certain pouvoir et il connaissait notamment le maire de Blois, M. Sudreau, qui avait été ministre de Charles de Gaulle, mais qui était un centriste proche de Le Canuet. Il était maire de Blois et ce monsieur nous a fait obtenir une HLM. Et donc, on s'est installé à Blois, comme cela, pendant plusieurs années. Bon. Le problème, c'est que pendant plusieurs mois, donc, la famille a été se trouve dans des situations très difficiles dans ce centre d'accueil. Il faut quand même voir qu'on dormait dans du papier gaufré qu'on jetait le matin, parce qu'il n'y avait pas de drap. Les familles étaient séparées par des cloisons en contreplaqué. Le froid rentrait puisque les verrières étaient cassées. Donc, en fait, on était chauffé au charbon et c'était ce que les Croix-Rouges appelaient les hommes de peine, c'est-à-dire en fait des prisonniers qui venaient essayer de se faire quelques sous en travaillant ainsi. Bon. Et donc, ça a duré des mois et des mois. Donc, la scolarité a été très difficile pour l'aîné de la famille qui a complètement arrêté. Il se retrouve dans les petits boulots. Bon, alors, actuellement, il est dans une EHPAD. C'est moi qui m'occupe de lui parce qu'il arrive à un âge canonique. J'ai 73 ans, il est plus âgé que moi. Bon. Le troisième a donné des signes d'instabilité. Il n'a pas non plus pu se raccrocher à l'école. Alors, il a abandonné l'école, il s'est engagé dans la marine en devançant l'appel. Il y est resté 3 ans. Il souhaitait la gendarmerie maritime. Pour ça, il fallait quitter la marine, entrer dans la gendarmerie. Et puis. Et le dernier. Allez, on y arrive. Alors, ce qui s'est passé pour ce troisième, parce que c'est important quand même, ce qui s'est passé pour ce troisième, c'est que donc, il est entré dans la gendarmerie, on était quoi, une dizaine d'années finalement après les événements. Donc ça s'est mal passé dans la gendarmerie. Pas très bien en tout cas. Au bout d'1 an, il a quitté la gendarmerie, il est entré dans la Légion. Bon. Et au bout de 4 ans, il a donné des signes d'instabilité. Il a été réformé avec un certificat de bonne conduite, mais il a été quand même réformé. Et donc, depuis, il n'a jamais pu se réadapter. Donc, jamais. Alors, il faut quand même savoir que grâce à la MAFA et au GRFDA, on a essayé d'obtenir quelque chose de la part des anciens combattants. Il y a eu une expertise psychiatrique qui a été faite avec un expert désigné par l'administration. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Qui a conclu au fait qu'effectivement, il y avait un lien entre cette instabilité chronique dans laquelle il était et les événements qu'on avait subis. Mais l'administration, elle a considéré qu'il n'y avait pas de lien direct. Et donc, l'affaire, maintenant, est en appel. On attend de passer en appel. Donc, ça, c'est le troisième. Quant au quatrième, très rapidement, donc, qui est né le 14 juillet, revenir. Le quatrième, qui est né le 14 juillet, l'enfance s'est passée pas trop mal. Mais alors, quand il est entré à l'école, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Enfin, on sait qu'à l'école, et ton père, qu'est-ce qu'il fait, quel est son métier, enfin, bref, là, c'est à ce moment-là qu'il a eu ce déclenchement psychique qui fait qu'il est entré, il s'est complètement replié sur lui-même, complètement. Il est sous ma tutelle, puisque ma mère est décédée en 2002, et il est dans un établissement spécialisé depuis. Bon, on a bien compris, et peut-être que Marion Trousselas va nous aider à comprendre encore mieux que cette famille est une famille détruite, entre guillemets, mais même pas sans guillemets, détruite par cette disparition du père, cet enlèvement dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et qui... Il y a que moi qui m'en suis sorti. Voilà, oui. Voilà, parce que, un sur 4. Voilà, comme j'avais quand même, j'approchais des 14 ans, donc j'avais quand même terminé le cycle primaire.
Donc, là, une interruption d'une année sur le plan scolaire était rattrapable. Hein. Oui. Donc, j'ai rattrapé ça. Bah, j'ai fait des études. Hein, bon, voilà, des études d'histoire, d'ailleurs, parce qu'il y a des historiens. Alors, je précise, je ne suis pas intéressé à l'histoire contemporaine parce que j'avais eu mon lot, déjà, d'histoire contemporaine. Mais enfin, j'ai fait des études d'histoire ancienne et médiévale. J'ai eu la chance à Aix-en-Provence d'avoir Georges Duby comme professeur, un éminent médiéviste. Bien sûr. Ah ben oui. Et puis comme j'étais en même temps pour gagner ma croûte, parce qu'il fallait quand même vivre, j'étais maître d'internat au lycée de l'Arc. Hein, puis arrive mai 68. Et là j'ai compris que on était passé de l'instruction publique à l'éducation nationale, hein, depuis un certain temps déjà, hein, mais qu'on n'instruisait plus du tout et qu'on n'éduquait pas davantage. Bon, constatant ce que j'ai constaté, j'ai abandonné l'éducation nationale. Voilà. Est-ce qu'on a M. Belda avec nous? Alors, attends, José Belda, 2 secondes, je mets ton micro. D'accord. Mais j'ai un petit problème. Hein. On t'entend bien, on t'entend bien. D'accord, mais c'est que est-ce que j'ai un problème de connexion en ce moment qui est instable. Donc, quelquefois, le son ne provient pas. Est-ce qu'il faut... Pour l'instant, on vous entend. Moi, j'aimerais vous poser la même question. Donc, vous êtes le fils de Joseph Belda, Oui. qui est donc agriculteur et qui a été aussi enlevé et porté disparu le 13 septembre 62, donc après aussi l'indépendance. Donc là, les accords d'Évian auraient dû vous protéger, en tout cas protéger votre père. Est-ce que vous pouvez nous dire, un peu comme les 2 précédents témoins, comment vous et votre maman avez vécu ça? Oui. Donc, si vous voulez, je situe un petit peu le problème de l'enlèvement. Mon père, donc agriculteur, de 53 ans, était enlevé entre sa ferme, où nous n'habitions plus depuis 1956 à cause des incendies de ferme de l'époque. Et c'était au moment des vendanges en 1962. Mon père est enlevé le 13 septembre 1962, c'est-à-dire 2 mois et demi après l'indépendance, en gros. Pourquoi il a été enlevé? Tout simplement parce qu'il représentait un obstacle à l'opération un peu que j'appellerais, moi, de nettoyage ethnique. Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Je veux dire que nous sommes restés, ma famille, si vous voulez, en Algérie. Disons, nous n'avions pas quitté l'Algérie jusqu'au moment de l'indépendance. Donc, nous étions dans notre village, dans notre bled, si vous voulez, en permanence depuis les journées d'indépendance. Mon père a été enlevé pour différentes raisons. L'influence sur sur les populations locales et sur les Européens, dont une grande partie était rentrée en France. Sa présence et son influence fait que beaucoup sont revenus. Et moi-même, j'allais les chercher à l'aéroport de la Sénia. Et donc, ça ne plaisait pas à la LN locale. Et la LN locale l'a enlevé, tout simplement, pour faire fuir tous les Européens qui restaient dans notre petit village. C'est ce qui s'est passé. Mon père a été enlevé donc, ce 13 septembre. De 3 jours, 4 jours après, il n'y avait plus pratiquement personne dans le village. Ils avaient tout abandonné. Bon, donc ça, c'est la principale raison. Et comment vous avez fait, enfin, votre maman et vous-même, comment vous avez vécu ces jours juste après l'enlèvement? Bon, on a fait des recherches, mais au risque de moi-même de me faire enlever, puisqu'il y a eu plusieurs cas, où j'aurais pu l'être. D'ailleurs, même le jour où il a été enlevé, j'aurais dû être dans la voiture, puisque je participais moi-même au vendange. Je l'ai cultivé, je l'ai jusqu'aux nationalisations d'octobre 63. Donc, toute cette période, je la connais très bien. Je ne suis rentré en France que en novembre 1964. Donc, en tant qu'observateur, je ne sais pas si ça a une valeur
au niveau de l'histoire, je peux dire ce que j'ai vu et je peux, de mon point de vue, si vous voulez, affirmer qu'il y a là un véritable nettoyage ethnique, puisque tous les enlèvements qui ont été effectués pendant cette période ont fait fuir, je parle du bled, dans le bled, on fait fuir tous les Européens. Et ceux qui restaient, c'était les agriculteurs, mais mon père étant agriculteur, les autres sont partis après son enlèvement. Mais vous êtes resté jusqu'en 64, mais vous êtes resté sur la ferme de votre père ou vous étiez à Aïn el-Arba? Si vous voulez, j'ai cultivé les terres de mon père jusqu'en nationalisation d'octobre 1963. Mais entre-temps, j'avais ramené ma mère à Oran, parce qu'il n'y avait personne, n'était plus. Et là, j'avais un poste de maître d'internat au lycée La Mauricière, le fameux lycée La Mauricière, qui jouait chaque année un match avec le lycée Bugeaud d'Alger à l'époque. Et donc, j'avais ce poste-là et j'ai même commencé des études supérieures, puisque j'ai passé mon bac 3 jours après l'enlèvement de mon père. Ah oui. 3 jours après, j'ai passé mon bac et puis je me suis inscrit en droit parce qu'il y avait à Oran un centre juridique, d'études juridiques qui avait été créé avant l'indépendance. Bon, et je passais les examens à Alger. J'ai passé 2 années de droit en Algérie, si vous voulez. Donc, j'étais mêlé à tout fourmillement intellectuel, si vous voulez, en Algérie. Est-ce que vous avez fait des recherches pour essayer de retrouver… C'est pour ça que je suis resté jusqu'en novembre 64. Quand je suis rentré, c'est qu'il n'y avait plus rien, je savais très bien. Alors, les recherches, je les ai faites sur le terrain. Je les ai faites auprès, avec toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, je les ai faites auprès des autorités militaires, civiles, judiciaires algériennes à l'époque, qui m'a valu avec un dépôt de plainte, avec des choses comme ce qui m'a valu des menaces d'enlèvement, je le dis franchement. Vous m'entendez? Oui, oui. On n'entend pas. Allez-y, on vous entend. Oui, donc je disais que ces recherches, je les ai effectuées auprès de tout ce qui pouvait m'apporter des renseignements, c'est-à-dire les autorités militaires, administratives, civiles et judiciaires algériennes. Bon, là, beaucoup de péripéties et même des risques. J'ai eu plusieurs risques d'enlèvement moi-même. Comme a dit la dame tout à l'heure, si vous persistez, vous risquez d'être enlevé comme votre mari. Et là, c'était la même chose. Bon, j'ai fait également ces recherches auprès des autorités françaises, consulaires. Et là, la grande surprise, si vous voulez, c'est que les autorités consulaires me renvoyaient aux autorités algériennes. Oui, bien sûr. Alors que dans la voiture de mon père, je trouvais à Oran, la voiture de mon père qui circulait, avec des officiers de la LN. Donc, et troisième catégorie de recherche, donc je n'ai pas été aidé par le consulat, par le consulat de France à Oran. Au contraire, il me repoussait vers les autorités algériennes. Je pourrais vous raconter quelques péripéties, mais on n'a pas le temps là. Et le troisième catégorie, c'est la Croix-Rouge internationale, qui était en Algérie en 1963. Et en 1963, je les ai contactés plusieurs fois, et puis je leur ai donné tous les éléments, d'une part pour récupérer le véhicule qui circulait avec ces officiers DS-19 noirs, vous voyez, ça attirait le regard. Et également auprès des, comment dirais-je, je les renseignements pour vous faire arrêter les ravisseurs de mon père. Je les connaissais, je les côtoyais régulièrement. Et rien n'a été fait donc? Rien n'a été fait. La Croix-Rouge a dit, bah, écoutez, c'est une affaire algérienne maintenant, débrouillez-vous. Je simplifie les choses, mais c'est vrai. C'était ça la situation. Débrouillez-vous avec eux. Avec eux, avec qui? Avec les ravisseurs de mon père ou avec les… Bon. Alors, tout à l'heure, j'aurais voulu situer, parce que j'ai un peu plus de temps, le cas de mon père dans ce qui a été dit ce matin concernant la problématique, une problématique suivante. Est-ce qu'il y a eu un ordre de la part d'autorités algériennes, GPRA, groupe de Tlemcen avec Ben Bella Boumedienne ou
est-ce qu'il y a eu un ordre pour enlever les Européens? Et quelle était la fonction des enlèvements? Bon. Bien sûr, il n'y a pas eu d'ordre. On venait de signer les accords d'Évian. Mais ce qui est important, c'est de savoir que entre le 19 mars et le 16 avril, il y a pratiquement, au niveau des civils, d'enlèvement. Et ça a commencé le 16 avril. C'est ce qui a été, que vous avez dit. Bon. Et il y a une concerne Jean-Philippe, c'est que dans l'arrondissement de Mascara, c'est le relevé de tous les attentats qui ont été commis pendant une grande partie de la guerre d'Algérie, de 56 à 62. Et notre post-19 mars. Et qu'est-ce qui apparaît? C'est que de 19 mars au 16 avril, plus un attentat dans l'arrondissement de Mascara. Et subitement, 16 avril, des attentats, ce n'est même pas des enlèvements, c'est des attentats qui se déroulent régulièrement. C'est une situation particulière, peut-être. C'est ce qui vous fait penser que ces attentats sont finalement perpétrés pour faire fuir les Européens. Pour faire fuir les Européens. Donc il y a une concomitance des enlèvements ou de certains attentats dans toute l'Algérie. Donc, il n'y a pas eu d'ordre écrit, mais il y a une volonté de nettoyage ethnique. Et on n'aura jamais d'ordre écrit de ce type-là. Mais par des recoupements, on peut estimer qu'il y a eu le début d'un nettoyage ethnique après le 19 mars. Après, merci, M. Belda.